Management, école de commerce, compétitivité, production, agilité, open space, initiative, objectif, responsabilité, hiérarchie, collaborateur, Adolf Hitler, manager, leader, chief happiness officer, nazi. Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime Poire et Cahuète avec le journaliste et essayiste Jean-Laurent Casselli. Salut Jean-Laurent. Bonjour Hélène. Adolf Hitler était-il le premier Chief Happiness Officer de l'histoire ? Les nazis ont-ils inventé l'open space ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode de Poire et Cahuète dédié au livre de Johann Chapoutot, paru chez Gallimard en janvier, Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours. On va en discuter avec Anne-Sophie Moreau. Anne-Sophie, tu es rédactrice en chef de Philonomiste, c'est la section de Philosophie Magazine dédiée au monde du travail. Bonjour. Bonjour. Et avec Johan Visantini, tu es historien de formation et éditeur chez Arké. Salut Johan. Bonjour Hélène. Présenté comme ça, le livre de Johann Chapoutot a l'air d'un énorme point Godwin de 200 pages qui consisterait à dire que management égale nazi. En fait, c'est pas tout à fait ça, c'est une réflexion plus générale sur le management moderne qui a été développé à l'époque du nazisme et qui a continué à être utilisé bien après la guerre. Est-ce que Jean-Laurent Casselli, tu peux nous en dire plus ? Oui, alors même si Arbeit est probablement le mot allemand le plus connu de ceux qui n'ont jamais fait d'allemand, associer le Troisième Reich et le travail en open space a quelque chose d'incongru. D'ailleurs, l'auteur Johann Chapoutot lève les malentendus dès son prologue. Il ne s'agit pas de dire que le management a des origines nazies, ni qu'il est une activité criminelle par essence. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Alors la thèse de Chapoutot, c'est que certains traits du nazisme ont survécu à l'effondrement du Reich, notamment dans le domaine de l'entreprise. On sait que de nombreux nazis ont poursuivi des carrières après la guerre. L'auteur s'attarde sur l'un d'eux, le professeur Dr. et SS Oberführer Reinhard Höhn, que Chapoutot présente comme une sorte de Joseph Mengele du droit. Juriste, universitaire, intellectuel, Reinhard Höhn n'a pas été un officier sur le front, il ne sera donc pas inquiété par la justice lorsque le nazisme s'effondrera en 1945. Au milieu des années 50, il fondera une académie des cadres, une sorte d'école de commerce qui délivrera des MBA de l'époque, et dans laquelle il enseigne le management aux cadres de la RFA, autrement dit aux acteurs du miracle économique allemand. Alors au-delà de cette reconversion réussie, Chapoutot se demande si l'enseignement managérial que l'ancien nazi Reinhard Höhn prodigue au cadre allemand a des racines ou une inspiration spécifiquement nazie. Et que répond Chapoutot ? Alors selon l'auteur, oui, parce que d'abord Reinhard Höhn a gardé du nazisme cette idée que, je cite, dans la lutte pour la vie comme dans la guerre économique, il faut être performant et encourager la performance. Cette philosophie l'aurait rendu à l'aise dans le monde de la compétition économique des années d'après-guerre. Surtout, Höhn, qui était un passionné d'histoire militaire, aurait transposé les modèles étudié à propos de l'armée à la direction des entreprises. C'est ce qu'il appelle le management par délégation, une méthode qui offre aux collaborateurs la jouissance d'une liberté aménagée dans laquelle ils sont libres d'obéir, écrit Chapoutot, c'est-à-dire que la seule liberté réside dans le choix des moyens, jamais dans celui des fins. Et donc si de nombreux parallèles entre notre époque et l'épopée managériale des nazis éveillent la curiosité du lecteur, il reste que cet ouvrage nous en apprend plus sur les nazis que sur le management, et qu'il s'ouvre et se referme sur la même question existentielle non résolue, le nazisme transposé dans une société non nazie, c'est-à-dire sans l'antisémitisme, le racisme et la quête de l'espace vital, est-ce encore le nazisme ? On va commencer par un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun et chacune ce que vous avez pensé du livre ? Anne-Sophie Moreau. Alors moi j'ai beaucoup aimé le travail d'historien de Johann Chapoutot, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il expliquait très bien la manière dont les nazis s'organisaient et se comportaient finalement comme entre guillemets de bons managers avec leurs troupes. Par contre, je suis très mal à l'aise avec le coup éditorial ou le coup d'éditeur qui a été fait avec ce livre, à savoir que c'est un livre qui propose un titre et un sous-titre que je qualifierais quasiment de publicité mensongère qui frôle avec le point Godwin. Donc, puisque ce livre s'intitule Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours, on suppose que finalement les nazis ont soit inventé le management ou bien que le management contemporain trouve ses racines ou bien s'inspire du nazisme. D'une part, c'est faux, et d'autre part, même si c'était vrai, peut-être que ça l'est, c'est assez mal argumenté. Donc toi, Johan Visantini, est-ce que Chapoutot t'a convaincu ? Alors, je trouve que Johann Chapoutot est un excellent historien. Il fait partie de cette école d'historiens nouvelle avec Christian Ingrao et d'autres qui ont vraiment travaillé sur les racines intellectuelles et culturelles du nazisme. Et à ce titre, il a fait un travail assez exceptionnel qu'on retrouve dans ce livre de manière plus vulgarisée. En revanche, sur le sujet du livre, j'ai trouvé que ça a laissé un goût inachevé, que le rapprochement entre management et nazisme était un peu emprunté, que les sources étaient un peu rares
à mon goût. Et en revanche, je trouve que c'est légitime d'utiliser la recherche historique pour éclairer ses opinions et le monde d'aujourd'hui. Et en ça, j'ai trouvé que c'était un acte plutôt osé d'utiliser la science historique pour se poser dans le débat public et donner son opinion sur le monde du travail d'aujourd'hui. Anne-Sophie, tu mettais le doigt sur quelque chose d'intéressant, sur le coût éditorial que pourrait représenter cet ouvrage. Et c'est vrai que de manière plus générale, le nazisme, c'est quand même un vrai phénomène éditorial. C'est un thème qui est très prisé dans la fiction, mais aussi dans les essais ou les enquêtes. Yoann, toi, t'es éditeur. Est-ce que le nazisme est un bon filon? J'ai l'impression, on a regardé les ventes tout à l'heure ensemble sur Edistat, on est à 13 000 exemplaires vendus en 2 mois, donc le pari est tenu pour l'éditeur et on peut que les féliciter à ce titre. En revanche, on peut s'interroger de manière légitime sur la pertinence d'utiliser le nazisme à toutes les sauces. Que ça soit nazisme et l'enfance, nazisme et l'éducation, nazisme et l'écologie, nazisme et etc. Oui, c'est un phénomène éditorial qui date pas d'hier. Et que pas mal d'éditeurs comme Fayard, comme Perrin, on en fait un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'on a utilisé le nazisme pour aborder un certain nombre de sujets transversaux qui sont pas toujours pertinents, peut-être, soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue même sociétal, parce que simplement, oui, ça fait vendre, et le nazisme est devenu cet épouvantail à partir duquel on mesure un peu nos angoisses contemporaines. Anne-Sophie Moreau. Évidemment, le nazisme, ça fait vendre. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yoann, mais il me semble que c'est intéressant de rappeler qu'en Allemagne aussi, quand on veut vendre, on met Hitler sur la couverture. Alors moi, j'ai pas d'expérience d'éditeur de livres, mais en tant qu'ancienne éditrice de la version allemande de Philosophie Magazine, je peux vous dire que c'est une sorte de vulgate dans la presse allemande. Alors ça se vérifie pas toujours, mais par contre, ce qu'on dit, c'est que bon, quand le Spiegel va pas très bien, ou quand il y a une maison d'édition qui est un peu proche de la faillite, on fait une petite couve sur Hitler ou sur Himmler, et là c'est bon, les ventes repartent, voilà. Et donc là c'est intéressant de voir que on reprend cette tactique en France, certes sur un livre d'historien, et en plus de ça on la double de l'angle management qui, je dirais, est aussi un autre filon quand même assez porteur en France, notamment dans le milieu intellectuel. C'est-à-dire que quand on sait pas quoi faire, on critique le management. Voilà, quand on sait pas comment se faire entendre dans l'espace public, parce que entre guillemets c'est facile, personne n'y connaît rien de toute façon chez France Culture, donc de toute façon on va pouvoir être invité là-bas sans qu'on vous pose aucune question précise sur la façon dont ça se passe dans les entreprises. Donc du coup c'est génial, on peut taper sur le capitalisme, tout le monde hoche la tête d'un air convaincu, et donc du coup forcément si dans un titre on met et nazisme et management, on déclenche un double réflexe de Pavlov chez l'intelligentsia gauchisante qui fonctionne forcément et qui se reflète aussi au niveau des ventes. Oui, d'ailleurs, on découvre tout le temps de nouveaux nazis, entre guillemets, c'est-à-dire que ce Reinhard Heune, je n'en avais jamais entendu parler, enfin, je veux dire, il fait pas partie du panthéon nazi sur lequel on a déjà lu des livres, vu des films, voire des séries, d'où ce phénomène qui semble ne jamais avoir de fin. Et d'ailleurs, c'est à la faveur de cette figure-là que Chapoutot construit son bouquin, puisque en gros, son livre, il est construit en 3 parties. D'abord, c'est vrai que c'est assez étonnant, il attaque pas du tout sur le management moderne, les techniques de management, ni rien du tout. Il commence par l'idée de l'Allemagne nazie, qui a donc, on connaît bien, devait étendre son territoire et donc faire plus avec moins. Et il attaque plutôt sur des questions de détestation de l'État centralisateur, voilà, donc une sorte de stratégie plutôt militaire. Et ensuite, Chapoutot arrive à cette figure de Reinhard Heune, dont il fait le portrait. Et seulement là, et seulement d'ailleurs quasiment dans l'épilogue de son livre, dans la conclusion, il tire des traits directs et des comparatifs avec la situation actuelle en citant France Télécom, Amazon, etc. Donc finalement, le parallélisme qu'on imagine en lisant le titre du livre ne correspond pas vraiment au déroulé du bouquin. Il en demeure pas moins que ce qu'il explique globalement, c'est que le nazisme a été un grand moment managérial, une des matrice du management moderne, puisque il était question en fait de déléguer les responsabilités et surtout les mises en œuvre des différentes actions, des différents projets aux échelons inférieurs. Et donc qu'il n'y avait pas un chef qui décidait de tout, mais des collaborateurs à qui il fallait insuffler une certaine joie au travail, une appétence à atteindre des objectifs, qu'il y avait un rapport hiérarchique
philosophie qui était en tout cas officiellement un petit peu diluée, que rapport au titre, on était libre d'obéir, c'est-à-dire libre surtout quand même d'accomplir les objectifs qui avaient été fixés au-dessus. Donc que des choses qui font quand même résonance avec plein de trucs qu'on entend aujourd'hui dans le management moderne. Donc sur le fond, cette thèse-là de Yoann Chapoutot, toi Anne-Sophie, tu disais ça te convainquait pas beaucoup? Ça dépend quelle thèse, parce que moi il y a une thèse que je trouve très convaincante chez Chapoutot et qui est celle de la modernité des nazis. En réalité, c'est une modernité qui concerne tout le nazisme et pas forcément l'aspect managérial. Et ça, pour le coup, moi je trouve que qu'il y a un véritable intérêt historiographique, mais aussi, je dirais même quasiment moral et politique à ce type de travail, qui est de nous rappeler que les nazis, d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui-même, hein, parce qu'en réalité dans le livre, lui-même, il passe son temps en fait à moduler la thèse qu'on essaye de lui faire vendre, mais qui en réalité n'est pas la sienne, à savoir que le management aurait été inventé par les nazis. Il passe son temps à dire que non, en fait, il veut pas dire ça, mais que ce qu'il voulait dire, c'est que les nazis étaient nos contemporains. C'est-à-dire que le nazisme, par ses méthodes d'organisation et d'exercice de l'autorité, fonctionnait finalement comme un mouvement du XXe siècle et non pas comme on aimerait peut-être se les imaginer, à savoir selon des clichés qui courent et qu'on a encore un peu parfois aujourd'hui sur l'allemand aussi. C'est-à-dire que Chapoutot nous explique finalement que les nazis n'étaient ni les militaires prussiens bornés qui obéissaient aux ordres qu'on aime se représenter dans les films de guerre, ni les fonctionnaires aveugles et sans jugement que nous décrivait par exemple Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem. Voilà. Et donc en fait cette idée de nous rappeler que les nazis étaient un groupe finalement de jeunes gens modernes qui étaient en phase avec leur époque et qui s'intéressaient aux techniques de management les plus innovantes, on va dire, ça nous dérange, mais ça nous permet aussi, il me semble, de nous rendre compte à quel point il pouvait être séduisant aussi pour la jeune génération. En gros, plus on caricature les nazis en se disant que c'était des pantins articulés, un peu stupides, plus on se dit qu'on ne pourrait pas leur ressembler, voilà. Et donc en nous rappelant à quel point non, c'était aussi des gens qui aussi réfléchissaient, notamment à la façon dont ils s'organisaient. Ils nous montrent aussi à quel point ça a pu plaire à l'époque contemporaine, et ça nous rappelle aussi que voilà qu'on aurait tous pu devenir nazis en gros. Non, mais c'est vrai, j'ai eu un peu le même sentiment que toi, que c'était très loin des images en noir et blanc surannées ou de tout ce qu'apportait aussi la pop culture, genre OSS 117, et que pour une fois, on avait l'impression d'être proche en fait de ces personnes-là, et qu'il y avait un ressenti très très contemporain dans le livre qui était presque troublant. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie, oui. C'est donc un petit extrait du film OSS 117, Rio ne répond plus. Il y a un autre élément qui est assez intéressant dans le bouquin de Chapoutot et qu'on connaissait pas forcément, c'est à quel point les nazis étaient en fait anti-étatistes. Yoann Visantini. Effectivement, Yoann Chapoutot dans son livre rappelle que pour les nazis, pour Hitler, la bureaucratie c'est l'ennemi à abattre, l'État centralisé latin c'est l'ennemi à abattre, et qu'il faut revenir à l'élan vital germain quand les décisions se prenaient dans la forêt entre membres de la même tribu, et qu'il n'y avait pas d'intermédiaire pour dicter à un germain ce qu'il allait faire. C'est la communauté un peu plutôt que l'État-nation. Exactement, c'est la communauté, les liens du sang, les liens de la race, avant les liens de la nation, avant le droit romain qui l'assimile au droit juif, etc. On pourrait faire un parallèle avec l'État macroniste, et qui privilégie aujourd'hui l'initiative personnelle, que ce soit avec le principe de la Startup Nation, où chacun peut devenir entrepreneur de soi, et donc au final une critique de la bureaucratie, une critique de l'État centralisé, une plaidoirie pro domo de l'initiative. Mais alors, est-ce que tout ça, c'est encore une fois, c'est nazi, ou parce que on a toujours ce problème dans ce bouquin de dire que tout ce qui va pas aujourd'hui, les nazis l'ont fait, donc tout ce qui va pas, c'est nazi. Alors qu'en fait, si j'ai bien compris, l'auteur explique lui-même que le management n'est pas une invention nazie, et que les méthodes de management que les nazis, dont le fameux Reinhard Höhn, utilisent, ne viennent même pas d'Allemagne
en fait. Donc finalement, Anne-Sophie, qu'est-ce qui reste de nazi dans tout ça? Oui, c'est la question en réalité. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans ces techniques de management soi-disant nazi, mais dont on se demande réellement si elles datent du nazisme ou pas. Et ça, quand on lit le livre de Chapoutot, on a l'impression qu'en réalité, non, et il le dit lui-même, puisqu'il parle de ce qu'on appelle le management par objectif. Il dit, en termes militaires, depuis le 19e siècle, cette conception du travail a un nom, l'Auftragstaktik, soit la tactique par la mission ou par l'objectif. Une mission est donnée à un officier qui doit l'accomplir comme il le souhaite et comme il le peut, pourvu que l'objectif soit atteint. Donc ça, cette idée d'autonomie pour atteindre un objectif fixé, Chapoutot est le premier à dire que ça relève d'une réflexion finalement sur l'efficacité militaire qui date de bien avant le nazisme. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble important, c'est toute cette critique de la bureaucratie qu'il semble faire dater du nazisme. Et encore une fois, c'est assez gênant parce que, alors, il nous explique qu'il y a toute une notion de la vitalité, des forces vives, des individus à mobiliser et qui sont opposés aux structures poussiéreuses et lentes, inefficaces de la bureaucratie. Et Chapoutot nous dit l'obsession de la vie, de la proximité à la vie, de la vitalité et le rejet de toute procédure ou système étranger à la vie peut nous surprendre. La métaphore organique et le registre biologique sont omniprésents. Alors, certes, c'est surprenant si effectivement, si on a ce cliché du nazi bureaucrate qui applique des ordres et qui remplit des formulaires, mais en réalité, cette fascination pour la vie, pour ce qu'on appelait l'élan vital, en philosophie, on va dire le vitalisme, c'est un courant qui date de bien avant le nazisme et qui n'est absolument pas cantonné à l'Allemagne, puisque à la Belle Époque, les Français se précipitent aux conférences de Henri Bergson pour entendre parler de l'élan vital pour retrouver la force de l'intuition contre tout ce qui est finalement la rationalité appauvrissante et sèche. Voilà, ce sont des observations intéressantes, mais on se demande à chaque fois quelle est la spécificité du nazisme là-dedans? Oui, et de même, je trouve que à la fin, puisque plus on avance dans le livre, plus on avance vers notre histoire, on se dit tiens, ça y est, on va parler du management contemporain, mais on se rend compte que ce pauvre Reinhardt, mort à 96 ans en l'an 2000 ou à 95 ans, en fait, quand il meurt, toute la presse rappelle que c'est un nazi, mais surtout rappelle que ses théories étaient complètement ringardes en fait, quoi. Apparemment, depuis 30 ans, on manageait plus du tout les boîtes comme ça. Donc en fait, on se demande ce que ça nous apprendre sur le management d'aujourd'hui, qui est un peu la promesse en fait. C'est pour ça qu'on l'achète quand même, ce livre, c'est pour comprendre ce qui va pas dans nos organisations. Yoann Visantini. On se retrouve de fait avec une absence de source, c'est-à-dire que seul Aldi, le manuel à l'usage des managers d'Aldi est cité, et ça consiste en un manager doit donner à ses employés un objectif, ils doivent le réaliser, et le manager doit contrôler le fait que l'objectif a bien été réalisé. Alors là, on a l'impression que Yoann Chapoutot se réveille, découvre le monde du travail, que certainement il n'a jamais vraiment connu en tant que tel, en tout cas dans le privé, se retrouve simplement à nous dire que, en fait, oui, il faut travailler, oui, on doit accomplir des tâches, et oui, elles doivent être évaluées et contrôlées. Alors, c'est le cas pour un buraliste, c'est le cas pour un fleuriste, c'est le cas pour un marin qui doit pêcher des maquereaux et dont on va contrôler la qualité de son produit. Et alors là, c'est une chute assez terrible, c'est-à-dire que c'est une vision complètement collapsologique du travail, où on a l'impression que simplement devoir réaliser quelque chose de ses mains et devoir produire un objet d'échange est quelque chose d'horrible. Et il le dit lui-même qui nous réifie. C'est-à-dire que pour lui, le travail nous transforme en choses. Donc on se dit que ce qui valorise, c'est le travail intellectuel, être au rez-de-jardin de la BNF et analyser des sources anciennes. Ça, c'est un travail libératoire, d'émancipation. Pour le reste, sa vision est un peu catastrophique. Je trouve quand même que s'il y a quelque chose de contemporain dans l'analyse du management, c'est cette histoire d'injonction contradictoire. C'est-à-dire que finalement, parce que libre d'obéir, on comprend pas trop la promesse du titre. On pense qu'on va parler de la liberté qu'avaient les nazis d'appliquer les ordres, en fait. Cette idée que finalement, par rapport au procès Eichmann, ce que disait Anne-Sophie, l'idée qu'on a d'un nazi qui applique les ordres, qui n'a aucune autonomie. En fait, ils avaient une réelle autonomie. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'il dit qu'ils étaient en fait bloqués dans cette injonction contradictoire qui est vous devez obéir, mais on veut pas savoir comment vous allez arriver aux objectifs trimestriels. Et c'est là qu'on pourrait trouver un parallèle avec notre époque. Comme le disait Anne-Sophie, il y a quand même souvent une coïncidence conjoncturelle qui devient dans la bouche de Chapoutot quelque chose de structurel.
Alors, si je peux quand même dire une chose pour défendre ses propos sur le management et pourquoi c'est intéressant, il y a quand même un point qui est intéressant, qui est vraiment cette idée du management par l'autonomie. J'irai pas jusqu'à dire que c'est complètement ringard et que c'est oublié. Au contraire, puisqu'aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui se demandent comment fonctionner comme des entreprises libérées. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, je sais pas, par exemple, chez Decathlon, les salariés peuvent organiser le hangar, les livraisons et le service du client comme ils le veulent, du moment qu'ils ont de bons résultats. Donc ça, en réalité, effectivement, c'est un management très contemporain et c'est pas faux de le dire. Par contre, la question, c'est de savoir si ce Reinhard Höhn a vraiment été l'inventeur ou bien le seul théoricien de cette évolution finalement globale du management au XXe siècle, puisque le grand pape du management par objectif, Peter Drucker, qui a publié son grand essai dans les années 50, effectivement, donc après le nazisme, lui aurait fait ses premières observations du management de General Motors en 1940. Et Chapoutot le dit lui-même, Reinhard Höhn, son rêve, c'était finalement de fonder une Harvard Business School à l'allemande. Bon, en réalité, on n'a pas l'impression qu'il a vraiment inventé le management contemporain. Il en a plutôt créé une version allemande dans le cadre d'un mouvement plus global qui était effectivement une pensée du management plus moderne que celle du taylorisme qui consistait en gros à conceptualiser le travail de la façon la plus rationnelle possible en disant à chaque employé, à chaque salarié quel geste exact il devait faire pour avoir la meilleure productivité. Donc le nazisme était quelque part agile avant l'heure. Le management agile, c'est encore autre chose, c'est pas encore la même chose que l'entreprise libérée. Non, par contre, effectivement, les nazis avaient effectivement une pensée du management qui était assez moderne. Mais après, pour moi, le problème, c'est entre guillemets de balancer ça dans l'espace public, finalement en sous-entendant qu'aujourd'hui les managers finalement en étant des managers modernes, en laissant de l'autonomie à leurs salariés, seraient finalement proches des nazis. Bon, là pour le coup, il y a quand même un problème. Pour moi, c'est un peu comme si on disait que ça revient un peu à critiquer les végétariens aujourd'hui en disant que Hitler, soi-disant, ne mangeait pas de viande. C'est pour moi, il y a un paralogisme complet. Yoann Visentini. Dans Libre d'obéir, il y a le mot libre, et c'est comme ça que Yoann Chapoutot termine son livre, et c'est une question légitime de pouvoir se poser la question de savoir s'il y a liberté dans l'obéissance et si le travail peut nous amener vers une plus grande émancipation. Anne-Sophie Moreau. S'il y a une question intéressante à se poser pour le management d'aujourd'hui ou pour les entreprises d'aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser la liberté du salarié et avoir une démarche d'entreprise éthique qui se limite uniquement à donner de l'autonomie aux salariés en ce qui concerne les moyens et non pas les fins. Voilà, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, on pourrait très bien créer une entreprise qui fonctionnerait selon les principes de l'entreprise libérée, c'est-à-dire vous devez arriver à tel chiffre d'affaires, vous faites ce que vous voulez, mais il faut qu'on y soit, et qui pour autant ait un impact terrible. Alors stress. Oui, ça pourrait être des suicides ou le fait que les gens soient dans ces fameuses injonctions contradictoires. Ça pourrait être de faire souffrir les salariés. C'est France Télécom. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même cette idée de je veux que les gens partent, peu importe comment, mais effectivement, il faut qu'on arrive à cet objectif. Donc, en fait, une vraie question, c'est comment on serait autre chose que libre d'obéir dans le cadre de l'entreprise. Et c'est vrai que ça pose des questions qui sont pas abordées par Yoann Chapoutot, mais qui pourraient être, par exemple, aujourd'hui, les entreprises ont énormément de pouvoir dans la société. Si on voulait que les salariés trouvent du sens au travail, il faudrait qu'ils puissent participer de manière démocratique aux gouvernances des entreprises pour connaître leur vrai rôle social et pas simplement faire un RSE, par exemple, qui a pas tellement d'objectifs clairs et concret. Voilà, alors c'est exactement ce que je voulais dire. Moi, il me semble que ce qui est la moralité entre guillemets pour les entreprises et le management contemporain, c'est que on peut faire un super management par l'autonomie, mais tant qu'on ne permet pas aux individus de délibérer non pas sur les moyens mais sur les fins, comme le dirait Aristote, on ne peut pas avoir de démarche véritablement éthique, et il faut à un moment donné que l'entreprise se pose des questions sur son impact, alors que ce soit son impact social, environnemental, etc. Et quand les salariés demandent de la démocratisation de l'entreprise aujourd'hui, c'est aussi pour réfléchir et avoir un véritable impact sur ce qu'on fait et pas seulement comment on le fait.
Un bon débat, ça a un début, un milieu et une fin. On s'achemine doucement vers la fin de ce Poire et Cahuète. Et je vais quand même terminer en vous demandant si on recommande la lecture de Libre d'obéir de Yoann Chapoutot en école de commerce. Je pense que c'est pas un livre qu'on devrait offrir à son oncle DRH en lui disant regarde, c'est pas bien ce que tu fais. Par contre, je pense que c'est un livre qui peut et qui doit être lu par tout citoyen en réalité, et pas forcément par un étudiant en école de commerce. Je pense que c'est un livre qui interroge vraiment en profondeur la question de la performance et des dangers que ça peut avoir. Ça nous met face à un spectre qui est le nazisme, et oui, je le recommanderais simplement pour éclairer le monde d'aujourd'hui et pour revoir ce qu'étaient les bases du projet intellectuel nazi. Jean-Laurent ? Je le recommanderais plus aux gens qui s'intéressent au nazisme qu'aux gens qui s'intéressent au management. Merci Yoann Visantini, éditeur chez Arché. Merci Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomiste, d'avoir participé à cette émission de Poire et Cahuète. Retrouvez Poire et Cahuète tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous.